Bonsoir messieurs, bienvenue à Tout au clair, votre nouveau programme, votre talk show dans lequel tout est permis sans langue de bois ni détour. La vérité est rien que la vérité sur ce plateau, sur cette arène où des sujets sont débattus, des sujets sont éclairés pour la lanterne de nos nombreux téléspectateurs, nombreux chaque jour derrière leur petit écran, pour davantage contribuer aussi avec nous, puisque le programme que vous avez en direct de la télévision du monde, le lundi, mardi et mercredi, de 21h à 22h30 est interactif. Et tout à l'heure, vous aurez le numéro de téléphone qui nous permet de pouvoir échanger dans le cadre de ce programme, ce nouveau programme qui vous est proposé par le groupe RTM et LTM Télévision. Et pour cette autre livraison, deux sujets majeurs ont retenu notre attention, des sujets essentiellement économiques, mais des sujets qui font partie de notre quotidien. Et parmi ces sujets, la dévaluation du franc CFA, peut-on l'éviter? On se souvient, il y a quelques jours de cela, sur convocation du président Idriss Déby Itno du Tchad, ses pairs de l'Afrique centrale se sont retrouvés en N'Djamena pour justement discuter de cette problématique et signifier un non catégorique aux organisations internationales, notamment le FMI et la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods, pour ce qui est donc de cette autre dévaluation qui aurait pu avoir des conséquences néfastes pour les économies africaines, davantage celle de l'Afrique centrale aussi, un autre sujet d'actualité et non des moindres. Vous le savez, depuis quelques jours, les députés de l'Assemblée nationale sont réunis au Palais des Verts de Ngouaikele, c'est à Yaoundé, dans le cadre de la session parlementaire du mois de novembre. Et on a coutume à le dire, cette session est essentiellement consacrée à l'examen du budget de l'exercice 2019, donc de l'exercice à venir. Le projet de loi a d'ailleurs été présenté aux membres de la Chambre basse du Parlement. Ce projet va-t-il connaître une hausse ou simplement va stagner dans un statu quo, mais au regard des grandes opportunités que propose Paul Biya, président réélu du Cameroun? Quelle peut être l'enveloppe budgétaire du Cameroun pour la première année de ce nouveau septennat qu'engagé le président réélu du Cameroun, Paul Biya? Ces problématiques également seront abordées dans le cadre de cette autre livraison de Tout au clair. Dans quelques instants, la présentation du panel après cette transition. Des personnalités, des individus et même des hommes triés sur le volet, tous économistes pour la plupart. Ils excellent dans ce domaine qui semble être un véritable casse-tête chinois pour d'autres, mais avec eux, on espère pouvoir éclairer votre lanterne ce soir pour que finalement la problématique du budget et ses priorités pour ce qui est de l'exercice 2019, mais également la dévaluation du franc CFA ne soient plus des sujets tabous ou des sujets avec des zones d'ombre. Et pour discuter de cette problématique avec nous ce soir, un qu'on ne présente plus, qui est un habitué des plateaux de télévision, et notamment de ceux de la télévision du monde. Il a accepté d'être avec nous ce soir. Docteur Biada, c'est son nom. Docteur Biada, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous nos téléspectateurs et bonsoir à tous ceux qui ont spécialement accepté de regarder Tout au clair ce soir. Et tous les sujets inscrits à l'ordre du jour seront mis au clair. Donc nous leur demandons de garder patience jusqu'à la fin de l'émission. J'espère que vous ne ferez pas de langue de bois. Non, non, pas du tout. Nous n'avons aucun intérêt à le faire, surtout que nous n'avons pas de casserole que nous traînons dans un domaine ou dans un autre. Donc pas de langue de bois. On restera le plus clair possible pour permettre à ce que ceux qui sont à la maison puissent comprendre et maîtriser désormais les méandres de la dévaluation du franc CFA et même le budget, si on doit le comprendre ainsi. En face, nous avons également des messieurs, des grands noms de la scène économique camerounaise, à l'extrême gauche de ce plateau, qui a fait ses armes dans ce domaine et qui s'était spécialisé dans la défense des intérêts des consommateurs, des établissements de microfinance et de banques au Cameroun. Lui, c'est Pierre Nunkam, qui est donc notre invité ce soir. Monsieur Nunkam, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision du monde. Ça faisait un moment qu'on ne vous a pas vu.
Ça fait un moment que je ne suis pas venu ici, mais je reste sur les plateaux de télévision et sur les antennes de radio à poursuivre le même combat, à commencer avec vous il y a 7 ans. On continue sous des formes diverses, mais toujours est-il qu'on est dans le même domaine, les risques bancaires. On va avec vous discuter de ces deux problématiques qui ont été vos questions. C'est également que vous avez porté il y a quelques semaines une action autour de la question de la dévaluation. Oui. On en parlera dans cette édition de Tout au clair de ce soir. Juste à côté de vous et à côté de moi également, un monsieur aussi qu'on ne présente plus, qui est universitaire pluridisciplinaire, et ce soir, on va retenir la casquette d'économiste, Dr Mangori Edimo. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, c'est un plaisir. Je salue tout le monde. C'est une occasion de joie et de grand enthousiasme d'être ici, parler, échanger, mettre bien des choses au clair. Beaucoup de choses ne sont pas toujours au clair. Nous espérons que nous allons essayer de déblayer ce qui semble difficile pour les uns et pour les autres. Je salue tout le monde, surtout mes copains-lélis également, et tous ceux qui tiennent les caméras de ce côté. Merci beaucoup à vous, Dr Edimo Mangori. Mesdames et messieurs, ce programme Tout au clair est une livraison interactive. Je le rappelle, vous pourrez nous envoyer vos contributions, vos messages à travers les SMS ou les WhatsApp, à travers ce numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Notez-le, le 6 99 57 30 26. Si vous êtes au Cameroun, mais également, si vous êtes hors du Cameroun, vous ajoutez l'indicatif 00 237 et vous nous envoyez donc votre contribution pour être des nôtres dans ce plateau. Messieurs, si vous le permettez bien, nous ouvrons cette émission avec le tout premier sujet, celui de la dévaluation du franc CFA. Peut-on l'éviter? C'est la première problématique pour cette livraison de Tout au clair de ce mardi 13 novembre 2018 sur la télévision du Monde. Alors, si vous le permettez bien, commençons déjà par définir ce que c'est que le franc CFA, Dr Biada. Le franc CFA, initialement, représentait, il faut déjà dire que c'est un sigle, hein, franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Donc, initialement, voilà la définition du franc CFA. Mais entre-temps, un distinguo a bien été fait entre les colonies françaises d'Afrique centrale et les colonies françaises d'Afrique de l'Ouest. Il y eut même les colonies françaises du Pacifique. Et il y avait une sorte de franc CFA également pour les Comores. Donc, il y avait 4 zones où cette monnaie avait coût légal, créée en 1948. Et le président de Gaulle a mis ça sur pied pour pouvoir gérer un certain nombre d'activités dans ces colonies. Donc, initialement, c'est franc des colonies françaises d'Afrique. Et entre-temps, maintenant, avec l'évolution, le nom a changé, mais le sigle n'a pas bougé. Franc de la coopération financière africaine ou bien franc de la coopération. Donc, que nous soyons en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, il y a eu un léger distinguo au niveau de l'appellation, au niveau de la phraséologie. Mais en fait, le sigle n'a pas changé, comme pour dire qu'en fait, on tenait absolument à garder la signification initiale de franc CFA, qui est le franc des colonies françaises d'Afrique. Et je l'indique encore, ça avait coût légal dans 4 zones, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, les Comores et puis les colonies françaises du Pacifique. Est-ce que cette monnaie, ce franc CFA, garde ces pays africains d'une façon globale, ces 4 zones, comme vous les avez dites, dépendantes de la France? Disons que le gros problème maintenant, c'est le franc CFA qui s'applique uniquement dans l'UMOA et en CEMAC, dont on parle de moins en moins des Comores avec son franc CFA, ou bien le franc des colonies françaises du Pacifique, on en parle de moins en moins. Ce qui nous concerne donc, c'est le franc en commun, pas dans les 14 zones, parce qu'en fait, avant la dévaluation de 1994, il y avait justement la libre convertibilité du franc CFA. C'est-à-dire, je prenais le franc CFA en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, je n'avais pas besoin de le convertir pour le consommer. Donc, ça avait coût légal dans cette zone-là. Donc, dans les 14 zones. Mais malheureusement, avec la dévaluation intervenue le 11 janvier 1994 à Dakar, au Sénégal, il a été institué la non-convertibilité du franc CFA hors zone d'émission. Ce qui fait que quand moi je pars de l'aéroport international de Douala avec mon franc CFA Afrique centrale, selon la norme ISO 27 000 des monnaies, c'est XAF.
c'est comme ça qu'on appelle notre monnaie. Quand j'arrive maintenant à l'aéroport international Houphouët-Boigny de Port-Boué, je suis obligé de changer encore ce franc CFA en franc CFA Afrique de l'Ouest soft parce que ma monnaie là-bas ne peut pas me permettre, n'a pas pouvoir libératoire comme une monnaie normale. Ce qui fait qu'on ne se retrouve plus dans une seule zone, mais plutôt deux zones. Parce qu'en fait, dans une zone économique, la monnaie a pouvoir libératoire dans tous les pays qui ont en commun cette monnaie-là. Or, on se rend compte que le franc CFA Afrique centrale n'a pouvoir libératoire que dans les 6 États de l'Afrique centrale, le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Congo, j'aime souvent dire Congo démocratique, mais pas par son nom. Voilà, Congo-Brazzaville. Et j'ai déjà cité le Tchad, la République centrafricaine, le Gabon. Et le Gabon. Voilà. Or, quand on laisse donc ces 6 pays, vous vous retrouvez en Afrique de l'Ouest, vous avez la nette certitude que le franc CFA là-bas devient une devise et non plus une monnaie locale. C'est-à-dire, le franc CFA Afrique centrale, je ne peux pas l'utiliser à Adjamé, ou bien à Cocody, ou bien au plateau. Je ne l'utilise qu'en Afrique centrale. Je ne l'utilise qu'en Afrique centrale. Alors, donc, il faudrait peut-être qu'à l'avenir, on puisse supprimer dans cette disposition de la non-convertibilité du franc CFA hors zone d'émission, afin que désormais, le franc CFA uniquement puisse avoir donc pour zone où son pouvoir est libératoire, les 14 États, qu'on le dise plus simplement, zone franc CFA, 14 pays, alors qu'en réalité, ce n'est pas cette zone-là, c'est 2 zones totalement distinctes. Alors, Dr Dim Mongori, est-ce que le franc CFA est un handicap pour les économies de l'Afrique dans la globalité, donc en prenant l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, les Caraïbes, les Pacifiques? Oh, ben écoutez, vous le savez bien, tout le monde le sait, le franc CFA. On a parlé beaucoup de cette thématique sur beaucoup de plateaux et j'espère que tout le monde comprend que c'est une monnaie qui a certainement eu un travail à faire. Ce travail n'est plus aussi rentable que ça a pu peut-être être dans le passé. Le franc CFA ne sert plus nos économies, dans la mesure où ce franc est directement arrimé à l'euro. Et l'euro est une monnaie, une devise extrêmement forte. Et nous évoluons dans des contextes de pauvreté. Ça veut dire en clair que à l'international, vendre nos produits n'est pas si aisé. Acheter également de l'extérieur à partir de nos monnaies est difficile. C'est-à-dire qu'il y a une perte de compétitivité de l'ordre de 40 à 50%. Ça veut dire en clair que c'est difficile pour nous. Un autre problème, et peut-être c'est le pire des problèmes, c'est que ce franc, il est régulé par une institution qui représente à peu près une division d'un ministère logé dans le trésor public français, s'occupe de gérer la monnaie de 14 pays depuis 60 ans. Je pense que c'est manquer tout simplement de respect à des centaines de milliers de personnes. Autre handicap, malheureusement, mon collègue a parlé de non-convertibilité et c'est vrai, cependant, nous avons un dénominateur commun, c'est que nous cotisons tous dans un compte d'opération et nous déposons une bonne partie de nos devises, sinon toutes nos devises là-bas. Nous ne savons pas ce qu'on en fait, on n'a jamais fait un seul audit sur les 70 ans et un peu plus de gestion libre par Paris des devises déposées par les pays africains. Donc ça c'est et le quatrième handicap naturellement, c'est que nous ne pouvons jamais conduire une politique économique. Une politique économique est toujours adossée sur une politique budgétaire et une politique monétaire. Nous, aujourd'hui, nous calquons notre politique monétaire sur celle de la zone euro. Conséquence, nous sommes obligés chaque année de cibler un taux d'inflation qui ne correspond pas aux besoins d'un pays qui veut aller vite. Nous ciblons 2 à 3% d'inflation, alors que dans d'autres pays, on peut cibler 5, 8 pour avoir un climat plus expansionniste, donc une croissance plus forte. Alors, M. Pierre Anunkam, voilà des situations qui présentent des handicaps
pour notre économie, mais on reste dépendant de cette monnaie. Pourquoi? Ben, je vais d'abord relever des points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec mes copanélistes. J'ai l'avantage d'être davantage auditeur bancaire, c'est-à-dire spécialiste des risques bancaires. Dr Biada a relevé un point concernant la non-convertibilité du franc CFA zone CEMAC par rapport au franc CFA zone UEMOA comme étant un handicap. Non, ce n'est pas un handicap. J'ai travaillé à la Banque centrale ici à Douala et je pense que c'est d'une décision administrative salutaire qui voudrait que la monnaie d'abord un bien local. La monnaie d'abord locale. Ici, même dans la zone CEMAC, où nous avons 6 pays, je ne vais plus la citer, puis la citer, chaque pays a sa monnaie qui circule dans les 6 États. Le Cameroun a sa monnaie. Avant, vous vous souvenez, il y avait l'effigie du président Biya que portait le billet Cameroun. C'était pareil au Gabon. Mais quand on a supprimé les effigies, il y avait les lettres qui distinguent la monnaie du Cameroun de celle du Gabon et de celle du Tchad et ainsi de suite. Alors, quand j'ai travaillé à la Banque centrale à Douala, j'étais spécialement chargé des mouvements de fonds. Les mouvements de fonds, on appelle les billets quand ils sont encore dans les caisses de la Banque centrale, dans la chambre de la Banque centrale, ou même dans les banques commerciales, on les appelle matériel monétaire. C'est quand ça sort de là pour entrer dans nos poches que ça devient de la monnaie. Alors donc, on faisait le tri par État. J'étais chargé spécialement des mouvements de fonds, soit que ça venait de l'Afrique de l'Ouest, mais ici. Je pense que dans les pays réputés être parmi les plus corrompus au monde, il faut comprendre pourquoi cette décision de non-convertibilité de la monnaie zone CEMAC a été prise par rapport à celle de la monnaie zone UEMOA. Alors, à l'époque, je me souviens, je passais tout le temps à aller chercher des camions de billets de matière monnaie qui venaient de l'Afrique de l'Ouest parce que les gens volaient et partaient planter ça dans les banques là-bas. J'allais dire des coupures neuves, des briques de billets complètement neufs. Donc, c'est une décision salutaire qu'on ait supprimé cette convertibilité. La monnaie est d'abord un bien national, un instrument de politique économique nationale. Je vais prendre l'exemple simple. La Chine n'a vu que depuis 2 ans, je crois que c'est depuis 2016, le yuan, je ne connaissais même pas comment ça s'appelait, le yuan être érigé en devise, être convertible en d'autres monnaies. Ça restait totalement national. Donc, il ne faut pas, tout n'est pas comme le franc CFA, pour vous dire vrai, est une très bonne monnaie. Sa gestion pose d'énormes problèmes, ça c'est vrai. Mais il ne faut pas confondre les choses. L'émission nocive de la France dans les instances de gestion de contrôle de notre monnaie, c'est ça qui est mauvais. Le compte d'opération même en tant que tel, c'est comme une banque. Les réserves de change doivent être forcément à l'extérieur du périmètre où la monnaie s'émet. Ça, c'est clair. Alors, les réserves de change, nous avons déjà reçu la contrepartie en monnaie nationale avant que les réserves soient. Ça peut être de compte d'opération ou ailleurs, mais ce n'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème chez nous, ça, il faut le dire. Le thème de ce soir, vous l'avez relevé, c'est la question de la dévaluation. Et vous faites bien de le dire, c'est un risque que nous courons. L'arrimage du franc CFA à l'euro ne pose pas un problème non plus. Nous ne sommes que les économistes ici. Vous allez permettre, je vais chuter. Oui. Mais c'est très important de bien planter le décor. Alors, le fait qu'une monnaie soit rattachée à une parité de change fixe, c'est ce qui se passait avant le désordre monétaire, avant la Deuxième Guerre mondiale, le désordre qui a suivi. Ça a permis des calculs simples. Et il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Quand on va d'une zone monétaire où on a 6 pays qui utilisent la même monnaie, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème de convertibilité entre la monnaie du Cameroun et celle du Gabon. Alors, mais on veut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce problème quand on sort de la zone CEMAC pour rentrer dans la zone UEMOA. C'est une décision administrative. On ne perd rien. On peut... Les deux monnaies s'échangent sur un cours que les États ont dit qui peut changer du jour au lendemain. Bon, le cours, quand l'arrimage du franc CFA à l'Europe a une partie de change fixe, c'est le même taux. Mais si vous voulez les dollars, ça fluctue du jour au lendemain. Donc il y a une fluctuation de franc CFA par rapport au dollar via l'euro. Donc ce n'est pas mauvais que le cours soit fixe non plus, ça permet des calculs simples. Alors, tout à fait. On a compris, ça permet des calculs simples, mais il faut également le relever, vous l'avez si bien signifié tout à l'heure. En 1994, les pays africains, du moins ceux de la zone CEMAC, la zone CFA, ont été obligés de subir une première dévaluation. Quel a été l'impact de cette dévaluation dans les économies
de ces pays africains? Avant de parler de l'impact, puisque j'ai été interpellé par M. Noumkam, je dis, lui prêche pour une chapelle dans laquelle il a travaillé. Donc, il devrait pouvoir se départir de ça parce qu'il n'est plus salarié de la Banque centrale. Je ne comprends pas qu'ils disent que ça ne pose aucun problème qu'on maintienne... Oui, je comprends très bien, mais moi, je prends un exemple très simple. Moi, j'ai envie d'aller à Abidjan et je reviens le lendemain. Mais le temps de rester d'abord à l'aéroport pour changer cet argent-là, il y a un temps qui s'écoule. Bien plus, si on dit que nous sommes dans la même zone monétaire, qu'est-ce qu'il y a encore des calculs à faire? On comprendrait très facilement qu'un franc CFA Afrique centrale, SAF, égale un franc CFA Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas la même monnaie. Mais malheureusement... Ce n'est pas la même monnaie. Non, on a entendu... Nous ne sommes pas dans une même zone monétaire. Non, on a entendu. Et justement, le jour où... Nous ne sommes pas dans une même zone. La monnaie en 1900... des 6 États de l'Afrique centrale, c'est la même monnaie. Nous sommes là dans une zone monétaire. Oui. En Afrique, ils sont dans une autre zone monétaire. Ce n'est pas la même monnaie. On appelle toujours... Non, pardon. Nous zone avons... franc. Zone franc. C'est pas la zone franc. Comme le même sang qui circule dans mes veines, c'est un sang de Pierre Noumkam. On peut, si le permettez, mais c'est le sang. Alors, il faut bien se dire, nous sommes ici dans la communauté de coopération financière en Afrique. L'autre, c'est communauté financière en Afrique. Ce n'est pas la même monnaie. Pas du tout. Non, vous permettez. Ce n'est pas la même monnaie. Alors, permettez que le docteur Biada aille au bout. Alors, nous sommes dans la même zone monétaire, je le maintiens. Par le passé, j'ai souvent fait donc ce déplacement. Quand j'arrivais à l'aéroport international de Port-Abidjan, je sortais 10 000 francs Afrique centrale, je donnais, et on me redonnait également 10 000 francs Afrique de l'Ouest. Je dis, tout cette opération de change, ça me perd du temps. Donc, ça limite les transactions. Quand on revient maintenant sur la dévaluation qui a eu lieu en 1994, notamment le 11 janvier au 12 janvier 1994, à Dakar, au Sénégal, le dispositif, c'est quoi? Vous aviez d'abord la ville, Dakar. Dakar, chez les Africains, symbolise quoi? L'île de Gorée. L'île de Gorée, je ne sais pas si c'est là où on allait jouer au football, mais ça doit rappeler des souvenirs extrêmement douloureux pour les Africains. Je prends donc la monnaie de Pierre Noumkam que j'amène là-bas, à Dakar. Et quels sont ceux qui sont à la manœuvre? Un certain Michel Roussin, ministre de la Coopération, et un certain Michel Camdessus, directeur général du Fonds monétaire international. Donc, je plante ce décor pour que vous compreniez bien comment on a risqué une dévaluation le 23 décembre 2016. Vous voyez, on avait pratiquement les mêmes acteurs là où on va se retrouver. Malheureusement, on n'était plus à Dakar cette fois-là. C'était à Yaoundé, ici au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé en 1994? En 1994, il y a eu un débat d'universitaire. Mais c'est quand je suis sorti de là que j'ai pris finalement ma position de quelqu'un qui travaille sur l'économie réelle et non sur l'économie d'amphithéâtre. La décision était de faire passer l'information dans le public suivant laquelle la dévaluation a été de 50%. Mais en réalité, c'est lorsque vous êtes sous le... Il y a deux techniques de cotation. Cotation au certain et cotation à l'incertain. Au certain, ça veut dire la monnaie étrangère par rapport à la monnaie locale. Alors qu'à l'incertain, maintenant, c'est le contraire. Donc, quand je dis 1 franc CFA, non, 1 franc CFA, voilà, égale à 0,2 francs français. Si je divise par 2, ça donne donc la parité de 1994. 1 franc CFA égale 0,1 franc français. Résultat de course, il y a une dévaluation de 50%, il a totalement raison. Mais moi, personnellement, ici, je raisonne autrement. Je dis plutôt le contraire. 1 franc français égale 50 francs CFA. Après la dévaluation, maintenant, on est passé de 1 franc français égale 100 francs CFA. Donc, dans mon cas, on a multiplié par 2. Multiplier par 2, ça veut dire doubler. Doubler, ça veut dire 100%, pour ceux qui ne nous comprennent pas très bien. Donc, il y a eu, entre guillemets, une sorte d'entourloupe et les intellectuels de l'époque ont un peu accompagné le mouvement en laissant passer l'information selon laquelle la dévaluation avait été de 50%. Comme nous étions ici localement, il fallait rester à notre position en disant 1 franc CFA, Afrique centrale, même Afrique de l'Ouest, c'est pareil, égale 100 francs. 1 franc français égale 100 francs. Donc, j'explique, 1 franc français égale 100 francs CFA. Donc la dévaluation à ce niveau, le taux était de 100%. Oui. Donc on peut dire que lorsqu'on avait 100 000 francs dans les poches, on avait certainement à subir que ces poches vont forcément prendre un coup. Je prends un exemple très simple. Moi qui suis tous les jours dans l'accompagnement des PME, la petite PME qui a acheté de la marchandise en France, la matière première par exemple pour faire dans l'industrie chimique, une facture qui lui avait été adressée à hauteur, par exemple, de 100 000 francs français. 100 000 francs français FF. Le 10
janvier 1994. À partir du 11, ce montant avait été multiplié par 2. Par 2, alors qu'il n'a pas reçu le double de la quantité de la marchandise. Voilà ce qui s'est passé. Donc, on a assisté à une sorte d'enrichissement sans cause pour tous les opérateurs étrangers qui n'opéraient pas sur le plan local. Donc, vous qui étiez donc ici, voilà, vous avez Vous subissez les coûts. Immédiatement, vous qui aviez un enfant à l'étranger, à qui vous payez une scolarité à hauteur, par exemple, de 1000 francs français, le 10 janvier 1994, après la dévaluation, c'est-à-dire le 11 janvier, c'était terminé, vous ne devriez plus payer 1000 francs, ça devait être le double. Donc, au niveau des entreprises, les dettes se sont retrouvées mécaniquement en train d'être multipliées par 2. L'État ne perdait pas de vue aussi que l'État parfois va chercher des financements à l'étranger. Malheureusement, ces financements sont libellés en monnaie étrangère. Et lorsqu'il est question de rembourser maintenant, vous voyez très bien que la charge de la dette se retrouve encore multipliée par 2 en termes d'intérêt et même temps en principal. Donc, pour me résumer, la dévaluation en l'état actuel des choses, le discours qui avait été annoncé était très théorique, mais avant que je ne vienne chez vous, j'ai relu ça. Comment est-ce qu'on expliquait que d'évaluer maintenant allait nous permettre maintenant d'être plus compétitifs, alors que les entreprises étaient en train de fermer, alors que la production locale avait chuté. Alors, on a dévalué, ça nous a coûté très très cher, mais pourtant on reste essentiellement ancré avec le franc CFA, docteur Edimo. Comment comprendre cet ancrage-là, ou du moins ces mécanismes-là où on a fait un peu de la surenchère, mais on est quand même resté? Ben écoutez, on a dévalué en 1994. Docteur Biada l'a dit de manière indirecte. Il y a eu un enrichissement sans cause du côté européen, des étrangers. Et naturellement, ça c'était l'idée mère. Permettre à ceux qui achètent au Cameroun d'acheter davantage. Donc la dévaluation, en fait, donc, avant même mis sur nos matières premières, a tendance à favoriser les exportations et à rendre les importations difficiles, comme il le dit. Naturellement, on a frôlé des situations très difficiles il y a quelques semaines. S'il y avait eu dévaluation... On va arriver à cette dévaluation de N'Djamena. On va y arriver. On va y arriver. Mais comme pour dire quoi, la dévaluation, c'est un outil qui est souvent utilisé lorsqu'une économie veut se remettre, veut se relancer. Donc vous venez de dire que les pays étrangers, ou du moins les pays européens, étaient en difficulté et il fallait trouver un moyen de pouvoir s'enrichir, et le bon prétexte ou le bon payeur aurait pu être les pays africains. C'est ce que vous voulez nous dire? Non, je veux dire qu'il s'est prouvé que les pays africains étaient à un moment donné tellement surendettés. D'autre part, en fait, l'économie s'était déjà suffisamment effondrée. Vous êtes au courant. Nous appelons ces moments les décennies perdues pour le monde en développement, les années 80 et 90, avec des taux de croissance négatifs dans pratiquement tous les pays. Ça veut dire que au lieu de s'enrichir, les pays sont en train de s'appauvrir. Maintenant, pour relancer la dynamique, on a pensé à un moment donné, avant cela, qu'il faut procéder à des ajustements structurels. C'est par là que ça a commencé, parce que la dévaluation arrive à la fin. Quand on fait des ajustements structurels, l'idée est naturellement, c'est le Fonds monétaire, c'est un grand huissier qui a la chicotte entre les mains, qui veille à ce que l'argent que vous avez emprunté retourne vite là où aux banques commerciales qui ont mis cet argent à votre disposition. Voilà, le Fonds monétaire, il a utilisé 10 chicottes pour ce qui est du Cameroun. Je ne vais pas les citer toutes, mais retenons une dimension aura été le gel des investissements dans les infrastructures. L'autre aura été le gel des recrutements dans la fonction publique. Une autre aura été la réduction des salaires. Une autre aura été la réduction des effectifs, etc. Bref, et l'autre aura été naturellement la vente, ou mieux, la privatisation des entreprises par la publique, qu'on supposait
ne pas gérer comme il faut. Donc, en gros, il s'agissait pour ce monsieur de sauver une économie, mais en utilisant une méthode qui ne relance pas en fait l'activité économique. Parce qu'une fois que vous réduisez les salaires de 75%, vous détruisez tout le pouvoir d'achat et vous mettez à la porte toutes les entreprises qui produisaient à l'intérieur, bien sûr. Alors, donc, en fait, le Fonds monétaire a fait un travail qui consistait à rembourser l'essentiel des dettes par tous les moyens, mais pas relancer notre économie, pas industrialiser le Cameroun, pas créer des emplois, mais en fait, on a vu dans une situation d'effondrement qui a amené le Fonds lui-même et la Banque mondiale à dire, ben, écoutez, il y a une autre mesure qui pourrait peut-être relancer, puisque ces pays sont des économies essentiellement primarisées et pétrolisées. Elles ont quand même quelque chose à vendre. Ce quelque chose peut être mieux vendu si on permet aux exportateurs, donc ceux qui sont à l'étranger, de pouvoir choisir de manière préférentielle les produits de la zone CFA par rapport aux produits de l'Amérique latine, de l'Asie, parce que les produits de la zone CFA sont devenus en effet beaucoup moins chers, plus compétitifs. Merci beaucoup. Alors, ils sont bon marché, mais il reste que ces pays africains, ces pays de la zone CEMAC, ont de l'argent stocké quelque part. On l'a retenu, ce fameux compte le compte d'opération qui se trouve au Trésor français. Pourquoi mettre en place une dévaluation alors que ces pays ont de l'argent stocké dans ce compte d'opération? Frédéric Bouté, je crois que là, vous posez la bonne question. Vous posez la bonne question et c'est là où il est important, quand on se lève un thème comme celui-là, qu'on comprenne bien tous les contours. D'abord, quand on parle de dévaluation, on parle parce que le franc CFA est arrimé à l'euro par un taux de change fixe. Alors, quand on parle de dévaluation, c'est parce que justement, il n'y a plus de réserve de change. Donc, quand on dit qu'on a de l'argent stocké dans le compte d'opération, le problème ne se pose pas en ces termes-là. Le gouverneur de la Banque centrale disait encore ces jours-ci, c'est pour dire au docteur Biaga que je ne suis pas universitaire, je ne fais pas de la théorie, je parle bien de la pratique. Alors, on dévalue parce que la réserve de change n'existant plus, il faut pouvoir trouver d'autres moyens pour lancer effectivement, pour reconstruire ces réserves de change-là, pour rendre nos produits qu'on n'exporte pas moins chers, et rendre de l'autre côté beaucoup plus cher. Mais la question que vous avez posée, c'est est-ce qu'on peut évaluer? Les réserves de change, il n'en existe plus. Ça, c'est amusé. En 94, il n'en existait plus. Mais en 94, on est exactement au jour de dans la même situation qu'en 94. Exactement. Le gouverneur de la Banque centrale parlait de quelque chose comme 2 ou 3 mois d'importation. Quand la Chine a irrigué sa monnaie en devise, la Chine pouvait avoir 10 ans d'importation. La Chine en avait tellement de réserves de change qu'elle avait inondé le monde entier de ces réserves de change. Nous n'avons plus rien dans le compte d'opération, plus rien du tout. Et la question, nous n'avons plus rien du tout. Comment ne plus rien avoir alors qu'on sait qu'il y a toujours eu de l'argent dans ce compte d'opération? Nous n'avons plus rien dans le compte d'opération. Les 50% de nos réserves de change qui sont supposées être conseillées dans le compte d'opération, c'est le banquier de la zone. Quand on importe, on tire dessus. Quand on exporte, on approvisionne. C'est comme votre banquier. Ça, c'est comme ça qu'il faut bien comprendre. Nous n'en avons plus 2-3 mois d'importation. Ça veut dire qu'on était à un an, un mois, on est aujourd'hui à 2 ou 3 mois. Ça veut dire que le risque est réel. Mais seulement, peut-on l'éviter? Parce que ça, c'est la question. Peut-on l'éviter? Je travaille sur le domaine depuis bientôt 7 ans. Et j'ai dû, aujourd'hui, ça je vais vous révéler, je l'ai déjà dit en plusieurs endroits, nous sommes en train de lutter justement pour que la dévaluation n'ait pas lieu. Parce que quand elle a lieu, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifierait que le patrimoine, la valeur de nos biens, vont chuter peut-être de moitié. Et disons, cette dévaluation ne concernera pas l'Afrique de l'Ouest, qui, dans ses réserves de change, se porte beaucoup mieux que l'Afrique centrale. Mais pourquoi l'Afrique centrale se porte mal avec ses réserves de change? Elle se porte mal justement parce que le docteur Edimo a parlé de période tout à l'heure, mais de l'autre côté, en Afrique de l'Ouest, il provoque des investissements qui viennent de l'étranger, beaucoup.
Et ces maisons viennent en devise, viennent renflouer leur compte d'opération à eux. Nous n'avons pas le même compte d'opération. La zone CMA a son compte d'opération, la zone de l'autre côté a son compte d'opération. Leur compte d'ailleurs est logé à la Banque de France, alors que le nôtre est logé au Trésor français. Donc ce n'est pas la même monnaie. Mais je reste sur l'essentiel, pour qu'on comprenne bien. La présence nocive et criminelle de la France dans les instances de gestion et de contrôle de notre monnaie a comme contrepartie l'engagement de la France à nous apporter les devises de manière illimitée quand nous n'avons pas. La question se pose à ce niveau. Le compte est vide, même s'il était négatif. Et il faut bien qu'on le rende négatif maintenant. La France doit apporter ces devises-là. Donc, sur ce point, nous disons, en dépit de ce que la dévaluation peut nous coûter, et ça nous coûterait cher, nous en payons déjà les frais à l'heure actuelle, parce que beaucoup d'entreprises qui importent la matière première sont en cessation d'activité depuis très longtemps. Docteur Biarra, ce n'est pas lui qui peut démentir, il est au chevet des entreprises tous les jours. Il faut bien qu'on se mobilise pour dire à la France que maintenant, le compte d'opération, vous avez eu beaucoup de... Peut-être vous en avez volé beaucoup. J'ai assez d'éléments pour dire que le fait qu'on ait falsifié les taux de couverture extérieure de la monnaie doit prouver nécessairement qu'on a manœuvré. Alors, mais le moment est venu où la France doit apporter les devises. Donc, ce n'est pas le fait à dire on y arrive pas au hasard, on y arrive parce que la conjoncture oblige, on n'a plus de réserve de change. Nous en avons plus dans le compte, il n'y a plus rien dans le compte d'opération. Alors, docteur Biada, il n'y a plus rien dans le compte d'opération. Vous ne semblez pas tout à fait d'accord avec, avec Pierre Minkam. Non, je ne peux pas appeler les gens tels que M. Nokameni. Parce que si vous dites qu'il n'y a plus rien, ça veut dire que M. Moutomé, on ne peut plus acheter les médicaments au Cameroun. Vous savez qu'il y a certains médicaments, par exemple, pour les transfuser, ceux qui ont des insuffisances rénales. Alors, le matériel, ça ne s'achète pas au Cameroun, c'est à l'étranger. Et à l'étranger, maintenant, ça ne s'achète pas en France CFA. On tire donc, comme il a dit, sur le compte d'opération. Figure-toi que ce qu'il dit soit vrai. Non, non, même si c'était vrai, monsieur Nokameni n'a pas... En même temps, il a relevé que, même s'il est vide, la France doit apporter des devises de façon illimitée au Cameroun. Donc on peut dire que si c'est en France qu'on achète, voilà, ça c'était l'engagement de la France. Je ne suis pas alarmiste. La question, nous avons été invités pour débattre d'un sujet dont les politiques s'en sont occupés. Ce que j'ai suivi, les chefs, on dit que les chefs d'État ont opposé une non catégorique. Ils ne peuvent pas opposer une non catégorique à une situation de fait. On va arriver à l'un non catégorique tout à l'heure. On a dévalué en 1994, on peut encore dévaluer aujourd'hui. On a dévalué en 1994, on peut encore dévaluer en 2018. Même maintenant, nous frisons. Oui. On frise. Alors, mais en 2016, je pense bien, oui, on a également frisé une autre dévaluation. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à cette situation? Et justement, comme il est en train de le dire, hein, parce que à l'intention de vos téléspectateurs, lorsque le Cameroun a besoin d'acheter par exemple un engin lourd de BTP, ça peut être une grue, ça peut être un bulldozer, une niveleuse ou un compacteur à pied de mouton, ce n'est pas avec les francs CFA. On va acheter, sans publicité, la marque Hitachi, c'est au Japon. Les Japonais, eux, ils utilisent le yen. Donc, tu ne prends pas ton franc CFA pour aller leur donner. Comme on a un compte de réserve extérieure, c'est là-dessus qu'on va tirer le montant pour payer. Nous avons besoin des médicaments. On va tirer donc pour payer nos principaux fournisseurs qui, généralement, je commence d'abord par nos matières premières. La majorité, pour dire l'essentiel de nos matières premières, est cotée et facturée en dollars. Vous voyez très bien que lorsque la valeur du dollar baisse, c'est une mauvaise chose pour nous. D'un. De deux, lorsque le cours de ces matières qui ont été cotées sur ces marchés de matières premières-là chute également, je prends l'exemple du pétrole brut, dont le prix est passé pratiquement de 100 jusqu'à 40, sinon moins, depuis 2014, et est resté là-bas. À un moment, on a cru qu'en 2018, ça allait suivre une tendance haussière. Mais là, ça commençait à monter, mais après cette année, ça a recommencé à descendre. Très rapidement, très rapidement. Et pour des raisons qu'on peut aujourd'hui mettre sur la place publique, hein, parce qu'un pays comme les États-Unis d'Amérique, qui est ardent défenseur de la protection de l'environnement, s'est retrouvé en train d'exploiter le gaz de schiste. Le pétrole de schiste, maintenant, inonde le marché d'une bonne quantité de pétrole qui serait venu peut-être de l'Afrique centrale. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui s'est passé en 1994? On a observé une dégradation généralisée des thèmes de l'échange.
c'est peut-être théorique, c'est peut-être gros. En termes simples, ça veut dire quoi? Le prix de nos produits, le prix de vente de nos produits, nos matières premières à l'étranger. Encore que moi, j'aime pas appeler ça matière première, hein, parce que nous n'avons pas de technologie. Donc quand nous abattons notre bois comme ça, c'est ça nos produits finis. Et nous envoyons ça à l'étranger. Quand nous coupons notre banane, nous n'avons plus rien d'autre, on n'a pas de technologie pour faire mieux. On envoie ça dans cet état. Quand nous récoltons notre coton... la matière première. Matière première pour les autres parce que ça rentre dans leur circuit de production, mais pour nous, c'est notre matière finie. C'est notre produit fini. Nous n'avons plus rien d'autre à ajouter là-dessus. D'où donc le principal intérêt de ce septennat du chef de l'État de mettre un accent tout particulier sur la technologie et l'innovation. On va arriver tout à l'heure aux priorités du budget. On est encore sur cette dévaluation qui a été évitée de justesse en 2016 et qui vient encore d'être évitée de justesse ici en N'Djamena, où les chefs d'État ont dit de façon catégorique non. Bon, pour le cas de N'Djamena, je n'y crois pas trop parce que l'attelage que j'ai indiqué tout à l'heure n'avait pas été mis en place là-bas. Regardez qu'en 1994, je vous le dis, vous avez Michel Roussin, ministre de la Coopération, vous avez Michel Kamdessu, directeur général du Fonds monétaire international, et puis les ministres et chefs d'État de... En N'Djamena, on avait également pratiquement le même quota. Non, il me semble qu'à N'Djamena, on n'avait pas le ministre français de l'économie et des finances. Il me semble qu'à N'Djamena, on n'avait pas... Le ministère de la coopération a déjà été supprimé. Il me semble qu'à N'Djamena, on n'avait pas le directeur général du Fonds monétaire international. Mais un représentant. Non. Les représentants, ils sont là tout le temps. Même ici, chez nous, nous avons un représentant du groupe de la Banque mondiale qui parfois a compétence sur le Cameroun. Qu'est-ce qui a donné les moyens, qu'est-ce qui a donné la force à ces chefs d'État africains, 6 au total, ou 5, puisque le Cameroun était représenté par son Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang. Qu'est-ce qui leur a donné les moyens de dire ce non catégorique à ces institutions internationales? Lors de la session extraordinaire convoquée par le président Biya ici le vendredi 23 décembre 2016, au sorti de ces travaux, 21 recommandations avaient été arrêtées. Et l'une de ces recommandations demandait donc à chacun des États membres de conclure des programmes avec le Fonds monétaire international. Ce qui fait donc qu'on s'est retrouvé un peu comme à l'époque, hein, en 1992. Vous constaterez qu'en 1994, avant que la dévaluation n'arrive, on a assisté à ce qu'on appelait à l'époque la doctrine d'Abidjan, ou la doctrine Balladur. Pour qui? Pour Balladur, donc il était question que désormais, comme le Fonds monétaire international refuse de vous accorder de l'argent parce que vos programmes d'ajustement structurel ne sont pas allés jusqu'au bout, à l'exception du Burkina Faso et du Bénin, tout le reste de ces 12 pays-là, vous devez d'abord conclure un programme avec le Fonds monétaire avant de prétendre au bénéfice d'un soutien financier de la part de l'État français. Donc, quand on a fini de le dire, donc, en 2016, c'est pratiquement ce qui avait été demandé. Donc, le Cameroun a conclu un programme avec le Fonds monétaire international, vous l'avez suivi, la facilité élargie de crédit de 666, je dis chaque fois pourquoi le Cameroun a choisi 666. Bon, 666,2 millions de dollars, l'équivalent d'à peu près 412 milliards de francs CFA sur 3 ans. Donc le Cameroun actuellement est sous programme avec le Fonds monétaire international. Je crois que c'est même aujourd'hui qu'il donnait encore un satisfecit à l'économie camerounaise avec un taux de croissance qui va aller autour de 3,8 jusqu'à 4,2. Même si on était arrivé à 5, nos objectifs du document de stratégie pour la croissance et l'emploi ne sont toujours pas atteints parce que nous avions volontairement arrêté pour objectif pour les 10 ans qui partaient de 2010. Oui, 2010 jusqu'en 2020, on avait arrêté un taux de croissance moyen de l'ordre de 6%. Donc, tout au long des 8 premières années, si on est un peu au regret de constater que le Cameroun n'a pratiquement pas atteint les 6%. Parfois, nous sommes allés jusqu'à 5,6%, mais on n'est pas allé loin. Je conclue donc pour dire que qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? De mon point de vue, Abidjan, c'était une session de suivi et évaluation des recommandations qui avaient été prises à Yaoundé le 23 décembre 2016. Donc, au sorti de là, le Cameroun a conclu un programme avec le Fonds monétaire international. Le Gabon était déjà en programme. La Guinée équatoriale, pareil. Le Tchad a fait pareil. La République centrafricaine a fait pareil. Le Congo a fait pareil. Et vous voyez très bien que de 2016, donc 23 décembre 2016, donc on était pratiquement déjà en 2017. Et le Cameroun a conclu son programme en juin 2017. Donc, ces gens ont l'habitude, les bailleurs de fonds internationaux et les partenaires au développement, ont l'habitude, lorsqu'ils sont sous programme avec vous, de procéder à ce qu'on appelle des suivis réguliers. Donc le suivi évaluation est mensuel. Prenez le cas de la Banque mondiale. Depuis que nous sommes en programme avec eux, c'est chaque mois qu'ils viennent au Cameroun. Donc la session de N'Djamena, par exemple, de mon point de vue, le pouvoir est venu des chefs d'État du fait qu'ils ont dû se dire, mais écoutez, nous venons juste de conclure un programme de 3 ans avec vous, donc ça fait à peine 1 an. Il n'est pas question de venir maintenant faire un ajustement monétaire alors que
dans chacun de nos programmes, il était question de faire un ajustement économique. Donc, laisser qu'on aille au moins au bout de ces 3 ans avant de pouvoir mettre le problème de l'ajustement monétaire sur la table. Et dire, Mongori, pourquoi ces institutions internationales tiennent absolument à mettre les États africains, notamment ceux de la zone CEMAC, sous pression? Écoutez, les institutions internationales aujourd'hui ont une mission, enfin, mais là, je ne parle plus d'économie, je parle d'autre chose. Ce n'est plus l'économie pure. Elles essayent de normer les économies, de normer les sociétés africaines, de manière à les diriger dans une direction qui leur soit convenable. Enfin, ça, c'est mon analyse. Nous sommes sortis du joug colonial, entre guillemets, dans les années 60, mais une fois sortis, nous avons été mis sous le contrôle de ces institutions internationales. Ça peut être le Fonds monétaire, la Banque mondiale, ça peut être l'Union européenne et tout le reste, qui continuent en fait à assurer la mainmise de l'Occident sur nos économies. Bon, je crois que le Fonds monétaire, donc, dans cette logique, va toujours chercher, parce que nous ne sommes plus en économie, les économies africaines n'ont jamais été perçues comme des économies qui pourraient se spécialiser dans d'autres secteurs que vendre de la matière première. Et à partir, ça c'est mon analyse personnelle, la matière finie. à partir du moment où des efforts sont mis en route pour sortir de ce couloir où on a voulu toujours nous confiner, où on n'a pas voulu nécessairement confiner ni l'Asie, ni l'Amérique latine, les autres se sentent un peu mal et ils remuent les normes. Ils vous disent, vous ne devez plus aller très haut dans l'endettement, ce qui est toujours faux. Nous, ici, le seuil d'endettement dans notre zone, c'est 70% du PIB. Chez eux, ils vont à 200% du PIB. C'est le grand de la bonne gouvernance de l'autre côté. Mais nous, quand on arrive à 30%, on est déjà dans la... Surendetté. On est surendetté. Donc, moi, je pense sincèrement qu'il y a un problème de maintenir les États dans un contrôle systématique. Une fois que vous voulez lever la tête, comme le Cameroun a voulu le faire ces derniers temps en mettant en route des projets structurants, pour le ramener très vite, on a menacé de dévaluer. Dévaluer voudrait dire qu'on ne terminerait plus jamais, même pas dans 30 ans, peut-être dans 100 ans, ces projets structurants. Donc, en clair, pour moi, ces institutions sont là pour défendre les intérêts de l'Occident spécialement et pour garder le monde dans un contexte totalement unipolaire, éviter qu'il y ait des puissances autres qui émergent et qui créent de nouvelles zones d'influence. Si vous regardez bien, une fois qu'un pays s'approche de la Chine ou de la Russie, il a des problèmes. Et la zone CEMAC, justement, ces derniers temps, s'est absolument ouverte à la Chine et à la Russie, et on voit tous nos malheurs. Donc, ce n'est plus une lecture économique, c'est la géopolitique. Là. Docteur, M. Nkam, y a-t-il un moyen d'éviter cette dévaluation? Vous croyez fermement qu'on n'est pas sorti de l'auberge? Ça, c'est votre point de vue. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge, mais nous n'y sommes pas arrivés au hasard. Je le dis et je le répète, je n'avais pas prévu exposer. Donnez ce document, je vais le tenir, vous allez exposer. C'est pas grave, je vais le tenir pour vous. Donnez le document, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Ok. Ce que je voudrais dire, il ne faut pas que les experts que nous sommes tenions des discours qui ne tiennent pas. Ce n'est pas une question politique. La question de la dévaluation n'est pas une question politique. Ce n'est pas la question de la présence du président Biya ou du président Emmanuel Macron qui ferait qu'on dévalue ou qu'on ne dévalue pas. Ce n'est pas du tout ça. C'est d'une réalité économique. Est-ce que nous risquons une dévaluation? Je dis oui.
est-ce qu'on aurait pu prévoir cette dévaluation longtemps avant? J'ai dit oui. Depuis 2008, depuis décembre 2008, les autorités, les experts en charge de la gestion de la monnaie, qui sont supposés conseiller nos chefs d'État, ont vu cette courbe baisser. Vous avez le sommet de cette courbe. Alors, la réalisation va permettre d'avoir la courbe qui est proposée par la technique. Voilà, oui. On a la courbe. Alors, vous voyez, cette courbe part de janvier de 93. Donc, un an avant la dévaluation de 94. Quand on a dévalué en 94, vous avez vu comment la courbe est montée. C'est-à-dire on échappait comme ça à la zone de la dévaluation. En décembre 2008, c'est le sommet. La courbe a commencé à descendre. C'est-à-dire les taux de couverture extérieure du franc CFA ont commencé à chuter. Donc depuis 2008, avant qu'en 2014, les cours du pétrole, et je ne sais plus quoi, commencent à chuter pour qu'on n'ait plus de réserves de change. Les experts de la Banque centrale ont vu le danger arriver. Mais est-ce qu'ils ont attiré l'attention des chefs d'État dessus? J'ai dit non. J'ai dit non, on aurait pu prendre des mesures depuis. Aujourd'hui, nous sommes dans la zone rouge. Alors, Dr Biaga a cité tout à l'heure les apports du Fonds monétaire international. C'est grâce à ces apports, les programmes d'expansion structurelle depuis 2 ans, depuis 2017, qu'on n'a pas dévalué. Nous étions dans la zone rouge depuis l'année dernière. On devait dévaluer à Abidjan en avril 2017. Nous étions dans la zone rouge. Nous n'en sommes sortis un peu qu'avec les accords d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire qui a vu des entrées de devises. Ça, il faut le dire. L'année dernière, Abidjan, la Côte d'Ivoire, en moins de 2 semaines, a obtenu 2 milliards de dollars de prêts. C'est rentré dans leur compte d'opération à la Banque de France. Donc, ils ne sont pas dans la même situation que nous. Chez nous, ce n'est pas le cas. Peut-être parce que nos chefs d'État refusent de faire certaines concessions aux étrangers. Je ne sais pas, mais tu dis qu'en restant dans la réalité, nous sommes dans la zone rouge. Peut-on s'en sortir? Donc, il faut d'abord constater la réalité. Il dit que la réalité est là. Mais est-ce qu'on peut s'en sortir? J'ai dit oui. À l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule chose à faire. Contraindre la France. Et nous avons déjà lancé une pétition à l'Union européenne par rapport à ça. Je le dis depuis peut-être 2 semaines. Je me prépare encore à lancer pour que les signatures soient recueillies par rapport à ça. La Commission européenne a été saisie par rapport au problème qu'on condamne la France à apporter les devises. Qu'on condamne la France également à ce qu'on puisse auditer ces comptes-là pour voir ce qu'elle peut avoir puisé dans notre compte d'opération depuis 60 ans qu'elle gère ce qu'on a sans contrôle. Ce que nous savons déjà, c'est que les taux de change, les taux de couverture extérieure de franc CFA, qui ont été toujours communiqués aux chefs d'État depuis plus de 20 ans, ont été des taux de couverture extérieure falsifiés. Pourquoi la France peut-elle falsifier ces taux de couverture extérieure du franc CFA si ce n'est pour cacher, si c'est déjà pour préméditer cette dévaluation qui aurait dû avoir lieu l'année dernière? À l'heure actuelle, on fait des pieds de bain pour qu'elle ne dévalue pas. Mais qu'elle soit sûre qu'en intellectuel que nous sommes aujourd'hui, nous avons déjà beaucoup d'intellectuels, elle ne peut pas dévaluer parce que même la société civile, elle seule, doit se mobiliser et contraindre la France à apporter les devises nécessaires. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir battre sa propre monnaie? On a entendu les économistes le dire, pour sortir de cette dépendance, pour ne plus craindre une dévaluation, il faudrait pouvoir battre sa propre monnaie. Non, il faudrait que j'indique que même en ayant votre propre monnaie, vous pouvez l'évaluer. Donc, n'allons pas croire que avoir sa propre monnaie, c'est une panacée. En fait, c'est des mécaniques économiques. Dans un premier cas, lorsque vous réduisez la valeur d'une monnaie, par exemple, par un acte administratif, on parle d'évaluation, c'est politique, alors que dépréciation, c'est économique. C'est les lois du marché qui le font. Lorsque la valeur de la même monnaie maintenant va augmenter, on va parler d'appréciation, c'est toujours une loi économique. On peut également, on a parlé d'évaluation, on pouvait parler par exemple de surévaluation, comme nous avons lu sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la mère patrie envisageait de surévaluer le soft, c'est-à-dire le franc CFA Afrique de l'Ouest, au contraire de l'Afrique centrale, où on envisageait plutôt une dévaluation. Et M. Nunca m'a dit quelque chose d'intéressant, mais à mon sens, c'est très grave. Lorsque pas parce qu'il l'a dit, hein, ce n'est pas ce qu'il dit qui est grave. Le 11 juillet 2001, le Cameroun vient de vendre 56% de son actionnariat à un investisseur étranger. Ce n'est pas publicitaire, arrêt Sonel. Et on tire un double chèque de l'ordre de 54 milliards à l'ordre du trésor public. C'est-à-dire quoi? Le trésorier, on l'appelle en d'autres termes en économie, le caissier de l'État. L'argent tient. Alors,
Non, le caissier d'État. Oh, regardez ce qu'il est en train de nous dire. Et ça montre très bien que nous ne sommes pas dans une seule et même zone. Dans